Ça va vous mettre. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. On est ravis, voilà, avec Fabrice, de vous accueillir pour ces webinaires prévus par la Ligue Île-de-France de triathlon qui abordent tout un tas de thématiques. Pour celles et ceux qui ne savent pas, l'ensemble de ces webinaires sont en replay sur la chaîne YouTube de la Ligue Île-de-France de triathlon, mais vous l'avez également en podcast. Donc, vous pouvez l'écouter, vous pouvez transférer à qui vous voulez. C'est en open access, c'est-à-dire en accès gratuit. Donc, profitez, c'est une source voilà, qui est une mine d'informations sur différentes thématiques. Avec Fabrice, maintenant, on en a fait 3, 4, hein, c'est ce qu'on s'était dit. Euh, Je ne me rappelle plus exactement, oui, mais au moins, ça doit être au moins le 3 ou quatrième. Ouais. Ouais, donc alors, comment ça va se dérouler? Ben, comme d'habitude, on a prévu voilà un fil conducteur avec Fabrice. On va vous expliquer ça. Pour ceux qui ne le savent pas, ben moi, je suis en charge voilà à la Ligue Île-de-France de développer un peu toutes les actions qui sont en lien avec le mouvement et la prévention autour du triathlon, on va dire. Ces webinaires maintenant existent depuis plus de 3 ans. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis au club de Palaiso Triathlon, notamment encadrante à la section santé. Fabrice, je te laisse te présenter. Et donc, moi, Fabrice Kuhn, je suis médecin du sport, médecin généraliste, je suis médecin de la Ligue Île-de-France de triathlon et je suis forcément triathlète. Et moi, je suis au club de Ponto-Roissy. Voilà, alors bon, c'est vrai que j'avais pas précisé, à mes heures perdues, je suis aussi pharmacienne. Voilà, mais donc vous allez voir, bah, ça va être un webinaire où on avait défini un titre, hein, un titre qui était voilà, sur comment optimiser la phase finale et on va parler aussi du jour de la compétition, mais toute cette préparation finale. En tout cas, je remercie grandement Fabrice déjà de sa disponibilité pour ce webinaire. Fabrice aussi, auteur de beaucoup de livres, hein, t'en as écrit beaucoup, beaucoup. T'as écrit combien de livres maintenant? Ça fait 8. 8, hein, 8 livres. Je pense que voilà, quand on a quelqu'un comme ça, qui se libère, qui a écrit 8 bouquins et qui prend aussi sur son temps perso, bénévolement, je tiens à le préciser aussi, hein, voilà, faut dire aussi les choses, et ben c'est chouette. En tout cas, un grand merci. Et ton dernier bouquin, c'était voilà les cadeaux de Noël, hein, ça arrive, hein, pensez-y, petit cadeau, c'est Sciences de l'endurance 2, voilà. Alors, Qu'est-ce c'est l'avant-dernier, celui-là, Ah, c'est oui, enfin, parce que le dernier, c'est celui-là. voilà, je bouge plus. Mais Ouais. celui qui nous concerne le plus, c'est celui que tu viens de présenter. Oui, c'est vrai que j'avais fait voilà, celui qui était en lien avec la thématique du webinaire. En plus, vous verrez, les livres sont super bien faits. Vous pouvez aller chercher chaque chapitre comme ça, indépendamment de, éventuellement de pas lire. Voilà, si vous n'avez pas le temps de lire tout le bouquin d'une traite, vous pouvez faire par chapitre et qui, en lien avec vos besoins du moment. Alors, on va commencer ben, dans le vif du sujet. Évidemment, vous n'hésitez pas à interagir par le chat, à poser vos questions. Donc, Fabrice, en préparant ce webinaire, on parlait de la préparation finale. Toi, justement, par rapport à ça, quand on a échangé sur cette préparation du webinaire, je t'ai dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on entend par préparation finale? C'est quoi au juste? Alors, en fait, si tu parles sur le terme le plus utilisé, on parle d'affûtage. Et l'affûtage, c'est en général les 15 derniers jours avant une compétition majeure, mais ça peut être une semaine, voire 3 semaines en fonction des compétitions, en fonction de la charge d'entraînement. Mais on parle de ça. Par contre, moi, j'élargis jusqu'à, aller, ça dépend, mais 6, 8 semaines, parce que sur ces 6, 8 dernières semaines, tu as des adaptations à mettre en route qui te seront profitables sur la course et qui ne sont pas nécessaires au début de ta préparation. Donc voilà, moi j'englobe ces 8 dernières semaines à peu près avant une compétition majeure. 8 semaines avant la compétition, finalement, parce que voilà, pour certaines épreuves, c'est un peu une prépa d'une année. Voilà, alors on se dit, est-ce que finalement, cette préparation finale, tu nous as dit 8 semaines avant, ça a une importance ou pas? Ou finalement c'est crucial ou pas? Ou est-ce qu'on peut vraiment carrément
anéantir tout ce qui a été fait avant par une mauvaise préparation finale. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Ah, si tu fais des bêtises sur cette préparation finale, oui, tu peux anéantir tout ce que tu as fait dans l'année, encore plus si tu le loupes ton affûtage. C'est-à-dire que si tu te mets sur la dernière semaine avant une compétition, une bonne grosse sortie de 2h30 de course à pied, c'est sûr que tu vas te flinguer la course. Euh, donc voilà, mais là, je prends un cas exagéré parce que ça ne viendrait pas à l'idée des gens de faire ça. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est que finalement, sur ces 6-8 dernières semaines, tu as l'affûtage qui est très important, donc les 15 derniers jours, et tu as plein d'adaptations qui te seront profitables que tu peux mettre en place en amont. Alors, par exemple, tu peux t'acclimater un peu plus à la chaleur. Mm. Tu peux, et ça te rend profitable que ta course soit faite sous la chaleur ou même en ambiance thermique neutre, parce on sait que maintenant, on acquiert, en s'entraînant quand il fait chaud, on acquiert des adaptations qui te permettent d'être plus efficace, quelle que soit la température. Tu seras encore plus efficace quand il fait chaud, mais tu seras aussi plus efficace quand tu auras à 20 degrés. Donc il y a ça, il y a des adaptations, l'entraînement digestif aussi. L'entraînement digestif, ça se travaille en amont. Tu n'es peut-être pas obligé de faire beaucoup 6 mois à l'avance, mais sur les 8 dernières semaines, sur avoir des adaptations que tu veux qui persistent euh, au moment de ta course, tu peux le mettre en place à ce moment-là. Euh, Et par exemple, sur la chaleur, on prend l'exemple, voilà, concrètement parlant, acclimatation à la chaleur, on va dire, je suis inscrite, voilà, sur une épreuve où je sais que globalement, par rapport au lieu de l'épreuve, il va faire chaud. Moi, je suis par exemple en Île-de-France. Bon, on va prendre un cas, voilà, où, par exemple j'ai prévu de faire un truc dans le sud de la France où ils annoncent globalement par rapport à la période normalement des températures élevées. Je suis plutôt en Île-de-France où on va dire globalement, je suis à 8 semaines et il fait pas très beau. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, parce que ça peut vraiment conditionner derrière ma compétition qui a lieu dans 8 semaines, quoi. alors, tu peux tenter déjà. Alors déjà, la première chose, c'est que toi qui es sportif, comme moi, comme nous tous, là, on est déjà plus acclimaté à la chaleur que des gens qui sont non sportifs. Déjà, le fait de s'entraîner régulièrement, tu augmentes la température corporelle de ton corps et tu adaptes ton organisme à la chaleur. Donc déjà, tu es plus entraîné. Euh, Ensuite, tu vas profiter du printemps, parce que si il fait chaud sur ta course, c'est que tu vas le faire l'été, donc tu vas Ouais. profiter du printemps pour t'acclimater progressivement à la chaleur et jamais tu vas fuir la chaleur. Mm. C'est-à-dire que quand commencer à avril, tu vas commencer à t'entraîner quand il fait un peu meilleur, à mai, juin, et tout ce qui est juin, si ta course est en juillet par exemple, tu vas t'entraîner si possible au moment où il fait le plus chaud de la journée. Et tu vas le tolérer parce que progressivement, toute la période juste avant, tu seras acclimaté progressivement à la chaleur. Après, si tu veux augmenter tes adaptations à la chaleur, il faut que tu t'entraînes dans un contexte où il fait très chaud. Alors, l'idéal, ça serait de s'entraîner dans ce qu'on appelle les thermo-training rooms, qui sont des chambres Ouais. d'acclimatation à la chaleur qui ont été créées pour les JO. Mais on n'y a pas tous accès. Eh Je oui. n'y ai pas accès. Ce que tu peux faire, c'est aussi t'entraîner en étant très habillé. Bon, il y a Ouais. des études qui montrent que ça fonctionne. Mais le plus simple, moi par exemple, cet été, j'ai fait l'Ironman des Sables d'Olonne, donc c'était début juillet ou fin juin, je ne me rappelle plus exactement. On n'a pas encore eu beaucoup de chaleur, mais on avait eu quand même l'occasion de faire quelques séances où il faisait très chaud, où je me débrouillais pour aller courir le midi quand il faisait le plus chaud pour créer ces adaptations à la chaleur. Ok. Donc, ce qu'on retient, vous avez compris, la progression, elle est essentielle hein, dans vos entraînements. On n'arrête pas de le répéter avec Fabrice sur les webinaires. La progression, hein, la progression et la récupération. Bon, là, c'est pas le sujet, mais en tout cas, la progression, elle est vraie aussi par rapport à l'acclimatation à la chaleur. Sur la question de l'affûtage, tu as une question qui a été posée, notamment parce que tu nous disais que effectivement. La préparation finale et tu nous disais l'affûtage, est-ce que c'est les mêmes délais pour des formats de triathlon plus petits? Je pense notamment à des triathlons S ou M. Est-ce qu'on parle de même délai? Parce que là, on parlait de 8 semaines pour la préparation finale et l'affûtage à 15 jours. Est-ce que tu considères que c'est la même chose pour un S ou un M? Alors déjà, ça va dépendre de chacun et de l'importance de l'événement. C'est-à-dire que si dans ta saison, tu as juste 2-3 M et que c'est ton objectif majeur, tu vas pouvoir te faire un affûtage un peu plus long. Si tu fais beaucoup de compétitions, tu vas pas pouvoir faire autant d'affûtage. Soit tu cibles 2-3 compétitions primordiales, soit tu raccourcis
l'affûtage. Mais si tu enchaînes un M ou un S tous les 15 jours, bah, tu ne fais pas 15 jours d'affûtage. Là, tu vas passer sur 3, 4 jours, 5 jours, avec, ou alors certaines compétitions sans affûtage, et tu vas faire un affûtage un peu plus long, peut-être une semaine, 10 jours, sur les deux, trois objectifs majeurs. Mm. Donc, vous voyez, ben, on en revient toujours aux choses essentielles, hein. Moi, j'arrête pas de dire le rap, régularité, adaptabilité, progression et plaisir, mais on revient. Ben, évidemment, on a parlé de la progressivité dans l'adaptabilité à la chaleur. Voilà. Et puis finalement, adapter les choses, hein, par rapport à vos formats de course et ce que vous avez prévu sur votre planning. On ne peut pas répondre voilà, comme ça. J'espère que Kylian, on a répondu à ta question. Greg qui nous pose une question. Salut Greg qui dit est-ce qu'il faut s'habiller plus ou pas quand on fait du home trainer 120 kilos pour créer un stress? Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut voilà, être une option par rapport à l'acclimatation à la chaleur? C'est une option qui est utilisable. Idéalement, il faut reproduire les conditions qu'on aura en compétition, mais effectivement, c'est parfois compliqué et c'est une bonne solution de s'entraîner soit en courant avec bien habillé ou soit sur le home trainer bien habillé, en buvant, bien entendu, pour compenser, surtout que effectivement, on n'a pas de, on enlève le ventilo sur le vélo, sur le home Ouais. trainer pour être vraiment confronté à la chaleur. Ok, alors, bah, vous voyez déjà, voilà, on vient de débuter. Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints là. Il y en a pas mal qui nous ont rejoints. Je rappelle, on est avec Fabrice. Le webinaire est enregistré. On a commencé, mais vous pouvez regarder le début en replay ou en podcast. Vous pouvez poser vos questions là sur le chat, interagir ou même vous lever la main. Voilà, vous mettez vos visages comme ça, c'est plus sympa. On vous voit et pour nous, c'est plus agréable. On a parlé donc de préparation finale, on a parlé d'acclimatation à la chaleur. On a vu un peu comment on pouvait faire, en tout cas les différentes techniques. Tu as parlé aussi par rapport à l'alimentation. Tu voulais dire un mot là par rapport à cette phase justement d'affûtage, hein. Alors, en fait, donc, et sur l'affûtage, sur la dernière semaine, il va y avoir une surcharge glucidique. Alors, pas sur toute la semaine, il suffit de 2 jours hein, qu'on fait. Si on a une compétition le dimanche, on fait ça le jeudi et le vendredi. On laisse le samedi jour libre. Alimentation normale, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de surcharger. Ça a été fait en 2 jours avant, ça suffit. Et sur les 8 dernières semaines, il faut glisser quelques séances d'entraînement digestif. L'entraînement digestif, c'est avaler beaucoup de glucides, donc au moins 90 grammes par heure d'effort sur certaines séances clés. D'accord? Je dis bien sur certaines séances clés et pas toutes les séances. Si on regarde la moyenne, les triathlètes à l'entraînement, ils doivent avaler en général, si on observe, entre allez, autour de, je crois, c'est 30, 35 grammes de glucides par heure. C'est bien loin de ce qu'il faut avaler en compétition. Alors, je parle de compétition longue, donc à partir de 2 heures et demie d'effort. D'accord? Ouais. Sur un sprint, on est en dessous, on n'a pas besoin d'avaler autant. Mais à partir de 2 heures et demie, on considère qu'il faut avaler au moins, il faudrait atteindre 90 grammes de glucides par heure d'effort. Et donc, on n'a pas suffisamment, notre intestin n'a pas la capacité à le faire si on ne l'entraîne pas en amont. On a un nombre de transporteurs au glucose qui est limité dans notre intestin. Et donc, si on en apporte plus, on n'a pas les capacités à assimiler tout ça. On n'a pas suffisamment de fenêtres ouvertes pour que tout ça pénètre dans notre intestin. Par contre, on a maintenant prouvé avec des études scientifiques que si on apporte suffisamment de glucides à l'entraînement sur certaines séances, on augmente nos capacités à assimiler ce glucose. On augmente le nombre de fenêtres ouvertes et ce qui nous permet d'avoir moins de troubles digestifs et d'avoir aussi plus de glucides disponibles pour l'effort. Donc ça, on le fait. Moi, ce que je conseille de le faire, c'est une fois par semaine sur certaines séances clés. Alors ça peut être soit sur une sortie longue, mais peut-être pas sur toute la sortie, soit sur une sortie un petit peu intense, pour améliorer nos capacités à augmenter à absorber plus de glucides en compétition. Et en compétition, il va falloir qu'on absorbe, si la compétition est longue, donc au-delà de 2h30, autour de 90 grammes de glucides par heure d'effort. Donc là, de ce que l'on comprend, hein, vous voyez, enfin moi de ce que je comprends là, c'est attention aux erreurs de pas encore une fois, on n'arrête pas de le dire, mais
On ne fait pas des testings en compétition, hein, voilà, sur des choses. Donc, le corps a besoin de temps, a besoin de s'adapter, y compris, tu viens clairement de nous l'expliquer par rapport à notamment cette charge glucidique et de pouvoir en amont de la compétition habituer pour que progressivement parlant, le corps puisse aussi adapter les choses et avoir en tout cas les transporteurs nécessaires pour que le jour de la compétition, on ne soit pas en problème digestif. Quand tu disais, voilà, sur donc de faire ça, tu disais de commencer quand justement, c'est pour habituer le corps, on fait quoi? Deux Ah, mois? moi, je le commence 8 semaines, 6, 8 semaines avant la compétition. 4, 5 séances, ça suffit. Une séance par semaine, ça suffit. Ouais, Les autres séances, on va avaler des glucides en quantité normale. Alors, si on fait un footing de moins d'1 heure, c'est pas nécessaire de s'alimenter. Si on fait une sortie longue en vélo, ben, on va s'alimenter. On n'est peut-être pas obligé d'aller à 90 grammes sur toutes les sorties vélo, mais ça serait bien à l'entraînement d'avoir 50 grammes de glucides, ce qui nous permet de récupérer plus vite. Parce que, en fait, avaler pas mal de glucides, c'est anticiper la récupération aussi. Ce qui permet de limiter la casse musculaire, parce que si on apporte suffisamment de glucides, on ne va pas être obligé d'aller piocher dans notre carburant de réserve que sont les protéines. Donc, on le fait sur allez, 5, 6 semaines, 5, 6 séances au total, ça suffit pour acquérir des capacités. Jusqu'à 90 grammes, si on veut aller au-delà, il en faudra peut-être plus, plus. mais pour l'instant, sur la plupart d'entre nous, 90, 100 grammes, ça suffit. Sur mes dernières compétitions, moi, je tourne à 100 grammes de glucides par heure d'effort. Mm. 100 grammes de glucides par heure d'effort. Alors, au total, ça ne fait que 5, 6 séances d'entraînement et une compétition. Donc, ça fait un nombre d'entraînement où il y a beaucoup de glucides qui n'est pas phénoménal. Par Oui. contre, c'est ciblé sur des moments où notre organisme absorbe tous ces glucides et les utilise pour l'effort. Voilà, on en revient toujours au contexte. Alors avec Fabrice, on a un truc, on a un dada, c'est les youtubeurs, voilà, et les influenceurs, n'est-ce pas, de toutes sortes, et qu'il y a aussi dans le triathlon. Donc on tient à vous dire attention à ce que vous lisez, à ce que vous faites. Là, on a la chance ce soir d'avoir voilà, quelqu'un qui, voilà, tout ce qui est dit ce soir est bien évidemment vérifié scientifiquement parlant. Et donc attention à ce que vous entendez parce que voilà, c'est pas le nombre de followers, encore une fois, euh, qui est en lien avec la crédibilité des propos qui sont annoncés, bien qu'il y en a qui ont des followers et qui disent aussi des choses intéressantes. Mais donc attention sur ça. Et vous avez vu, Fabrice, il a tout de suite remis dans le contexte, hein. Il a dit, OK, on est là, on va aller entraîner son corps, notamment par rapport à la surcharge glucidique, mais on le fait dans un contexte où on est dans un contexte d'entraînement aussi, hein. Donc ça, c'est important aussi de rappeler les choses. Euh, alors moi, je fais un petit focus aussi parce que pour connaître un peu, et Fabrice, on connaît les profils des triathlètes. Alors, il y a effectivement votre alimentation pendant l'entraînement, hein, dans cette phase d'affûtage. Puis il y a l'alimentation, je dirais, en dehors des entraînements, hein. Et ça, moi, je pense que pour la plupart, et pour entendre des choses des fois dans les clubs, hein, il y en a, ils sont peut-être raccords sur l'alimentation pendant les entraînements, mais il y a tous les à côté aussi, c'est-à-dire vos repas, hein. Et comment dire, l'alimentation, évidemment, c'est votre carburant. Alors, Fabrice, toi, qu'est-ce que tu conseilles? Parce que, voilà, on va pas se mentir, on a le triathlon s'insère dans des vies très, très prises au niveau professionnel, avec des gens des fois qui bougent, avec des gens même qui font des fois des déplacements professionnels avec des décalages horaires, etc., etc. Bref, j'en passe, c'est pas le cas de tout le monde, mais quelles sont les erreurs à ne pas faire? Parce que là, tu viens de dire, voilà, par rapport aux entraînements et la phase d'affûtage, mais les repas, voilà, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire pendant cette phase d'affûtage et qui peut être dramatique derrière? Alors déjà, il y a un message clair, c'est manger vrai. C'est ça qu'il faut faire. D'accord? Le truc, c'est manger vrai. Manger des vrais aliments.
pas des aliments ultra transformés, des aliments qu'il faut cuisiner. Il y a un autre message, c'est s'il y a un Nutri-Score, c'est à éviter. Bon, c'est un petit peu simpliste parce que, par exemple, sur l'huile, il y a un Nutri-Score et tu peux le prendre. Mais si en général, tu n'as pas de Nutri-Score, c'est par exemple la viande que tu achètes chez le boucher, c'est par exemple tes légumes que tu achètes chez le maraîcher, c'est les fruits que tu achètes au marché. C'est des aliments qui sont vrais, qui sont bruts, que tu vas manger comme ça, et c'est ceux qui sont meilleurs pour la santé. Ouais. Ensuite, sur la période d'affûtage, en fait, finalement, il faut manger naturellement la plupart du temps. Il n'y a que 2 jours avant la compétition, donc le jeudi et le vendredi pour une compétition le dimanche, où il va falloir faire une surcharge glucidique. Et ça, déjà, on va éviter le malto que nous vendent certains fabricants, c'est comme si vous aviez avalié du glucose pur. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit, ça perturbe l'organisme, ça a un index glycémique très élevé, donc ça, on évite. Euh, on va faire une surcharge glucidique avec des aliments de qualité. Alors moi, mon aliment préféré pour ça, c'est le riz basmati, parce que c'est un index glycémique bas, contrairement aux autres riz. Et du coup, je le prends blanc parce que du coup, ça Attends, m'évite tiens, d'avoir trop de fibres. juste pour expliquer l'index glycémique, je ne sais pas si tout le monde est au fait de ça. C'est un peu le pouvoir sucré des aliments, entre Pas guillemets. tout à fait. En fait, Ouais, avant, on parlait de sucre simple, sucre complexe, en ouais, prétendant que les sucres simples étaient des sucres rapides et les sucres complexes des sucres ex- lents. En fait, ouais, on sait que c'est faux. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure l'index glycémique. Pour mesurer l'index glycémique, on te fait avaler 50 grammes de glucides sous forme de tel aliment. Et on mesure l'impact de ce que tu as avalé sur ta glycémie. D'accord? ouais, Donc, on a une vraie mesure de l'aliment dans son contexte. Et c'est ce qu'on appelle l'index glycémique élevé. Plus la glycémie monte vite et haut, plus l'index glycémique est élevé. Plus la glycémie monte, enfin, moins la glycémie monte rapidement, plus elle reste basse, passe. plus l'index glycémique est bas. D'accord? Et Et donc, la note, si vous êtes un petit peu curieux, hein, ça va de 0 à 100, hein, c'est ça? alors il y a même des index glycémiques encore plus élevés. Ouais. Mais bon, Mais en fait, la référence, c'est 100, c'est le c'est glucose. 100. Ouais, voilà. Voilà. Et donc, c'est pas forcément le pouvoir sucré, parce qu'on peut avoir un aliment très sucré Oui. avec un index Pouvoir sucré, je glycémique plus bas. pensais par rapport à la montée de la glycémie, ouais. Ouais. Mm, Par exemple, le Coca-Cola, c'est 65, 60 mm, d'index glycémique. La baguette de pain blanc, c'est 95. mm. D'accord? Donc, Et la cuisson, alors Fabrice il est en train de vous dire, par exemple, tu prends du riz basmati, la cuisson aussi va jouer hein, sur l'index glycémique pour celles et ceux qui ne savent pas. Hein, si tu peux en plus, parler de ça aussi. ouais, plus l'aliment est cuit, plus l'index glycémique est élevé. Si on prend des pâtes al dente, elles auront un index glycémique plus bas que des pâtes bien cuites. Si c'est la même chose avec les légumes, c'est la même chose avec tout. Donc, en fait, le fait de cuire, on détruit un peu la structure et c'est plus facile à digérer, donc c'est digéré plus vite, donc ça augmente l'index glycémique de l'aliment. Et donc, si on revient en fait, si on revient à notre affûtage, il faut manger la plupart du temps des index glycémiques bas pour ne pas trop perturber la glycémie, ne pas trop perturber l'insuline. Euh, Lors des 2 derniers des jours où on va faire la surcharge glucidique, c'est là qu'il faut faire un petit peu attention parce que certains sont plutôt sensibles aux fibres qu'on a dans nos aliments et pourraient avoir un transit un petit peu trop accéléré. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être, contrairement à ce que je recommande le reste du temps, diminuer un petit peu les fibres parce qu'on est dans un contexte de compétition derrière. Alors, même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fonctionne si on a une compétition de temps en temps. Si on fait une compétition toutes les semaines, on ne va pas aller là-dessus. On n'a pas besoin de faire cet affûtage, on n'a pas besoin de calibrer cette alimentation comme ça. À ce moment-là, on va manger comme tous les jours. Ça dépend du nombre de compétitions, de l'objectif de cette compétition, de l'importance qu'on donne à cette compétition. Donc toi, tu es plutôt riz basmati Ouais. et quoi d'autre alors? Alors moi, un repas de veille de Voilà. course, ça serait riz La recette de basmati. Fabrice, pour Ça résumer. serait, enfin, souvent, c'est riz basmati avec du poulet, et puis les jours d'avant, un peu de poisson avec du riz basmati. Je mets toujours un peu de légumes parce que je trouve qu'un repas sans légumes, c'est tristoun et que j'aime beaucoup les légumes. Et je vais mettre des fruits. Alors, les fruits, c'est des fruits de saison. Euh,
Et puis, bah, je mettrais peut-être la veille de course plus banane que d'autres fruits pour avoir un effet un petit peu sur le transit. Euh, Pas avoir trop de fibres et trop de risques digestifs. C'est-à-dire que je vais pas manger des figues, quoi. Mm. Ok, bah voyez, en tout cas, vous avez la recette là des repas. Donc, hein, ce qu'on doit retenir, progression, adaptabilité. Le corps a besoin de temps pour s'adapter, pour voilà. Soyez gentil avec votre corps et laissez-le progresser. C'est vraiment là aussi vos marges de progression. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Après, on va passer à d'autres aspects. Je vais juste redire un petit truc. En fait, finalement, si tu penses à l'alimentation, faut que tu penses périodisation et variété comme à l'entraînement. À l'entraînement, tu vas faire du fractionné, tu vas faire des séances longues, tu vas faire des séances courtes de récupération, tu vas faire des séances techniques. Ben, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir des moments où tu manges naturellement, c'est la plupart de ton entraînement. Enfin, comme la plupart de ton entraînement, c'est de l'endurance. Ouais. Ben là, tu vas manger sainement la plupart du temps. Tu vas avoir certaines séances de fractionné où là, tu vas mettre de l'intensité. Et ben là, tu vas avoir tes séances de fractionné alimentaire où tu vas mettre de l'intensité et beaucoup de glucides à ce moment-là. Ouais. D'accord? Ouais, du coup, c'est un bon parallèle. Ouais. Mm. Et ta compétition, c'est encore autre chose. Tu vas t'alimenter en compétition comme si c'était, et tu vas faire ton intensité de compétition de façon différente. Et là, tu vas avoir un peu plus de glucides parce que pour la compétition, tu en as besoin. Tu vas avoir un peu plus d'intensité pour ta compétition parce que le but, c'est d'aller le plus loin possible. Donc, il faut vraiment voir ça comme euh, une périodisation au fur et à mesure et manipuler ça comme l'entraînement. Ouais. Alors, on a une question et quand on avance dans l'âge, qu'on est un triathlète, voilà, aguerri, est-ce qu'il y a des spécificités, je sais pas, par exemple, est-ce que sur les protéines, on met un peu plus de protéines parce que, voilà, parce qu'il y a besoin ou pas du tout? Qu'est-ce que tu préconises? Alors, quand on est un petit peu plus vieux, comme je commence à l'être, euh, Mais non, mais non. il faut être encore plus appliqué que tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne répartition des protéines sur 3 repas par jour au moins, et il faut avoir au moins 1,5 g de protéines par kilogramme de poids de corps. On n'a pas le droit, on a le moins le droit à l'erreur parce que notre organisme fabrique moins facilement du muscle et parce que notre organisme tolère moins les écarts. Donc, les recommandations sont les mêmes, à l'exception qu'il faut être encore plus appliqué. Et d'ailleurs, je me permets de dire, hein, oui, alors quand c'est vrai que le grammage enfin en tout cas les protéines que vous prenez par jour, je suis sûre, j'aimerais bien faire une enquête, tiens, dans la communauté de triathlètes, je suis sûre que la plupart déjà vous êtes en dessous de ce qu'il faut par rapport à vos besoins. Et que ça fait partie, en tout cas à mon sens, je sais pas ce que tu en penses, Fabrice, des choses à vraiment aussi sécuriser parce qu'aujourd'hui, pas le temps, parce qu'aujourd'hui, voilà. Et c'est vrai que c'est des choses à clairement regarder. On peut manger sainement et pas assez de protéines, hein, je tiens à le dire, hein. C'est pas, voilà, si vous ne regardez pas, encore une fois, l'aspect, enfin, en tout cas, dans ce que vous mangez, combien il y a de protéines, enfin, en tout cas, après, il faut pas être psycho non plus, mais je veux dire, à un moment donné, ça mérite que, voilà, qu'on s'y attarde un peu dessus. Parce que c'est pas parce que je mange sainement que j'ai forcément ce qu'il faut en protéines. Hein. Je suis tout à fait d'accord, surtout au petit-déj. Voilà. Alors, autre question. Sur de long terme, 10, 15 ans d'entraînement de compète, y a-t-il des risques de diabète à consommer? Alors, justement, ça fait partie des choses parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Après 10, 15 ans d'entraînement de compète, est-ce qu'il y a des risques de diabète à consommer autant de sucre en compétition? Est-ce qu'on a du recul sur ça? Alors, Et on n'a comment... pas vraiment le recul là-dessus. Et ce qu'on sait, c'est que là, je vous parle de 6, 7, 8, allez, 9, 10 fois dans l'année, 10 jours dans l'année où il y a un peu plus de glucides avalés. Donc, l'impact par rapport au reste, il n'est pas énorme, d'autant plus que c'est fait à l'effort, durant un effort, où les glucides vont aller directement dans les muscles qui sont en train de s'exercer. Et donc, on va pas avoir, ils vont pas aller surcharger le foie,
D'autant plus qu'à ce moment-là, l'insuline, elle est basse, et donc il y a moins de réactivité de l'insuline. Et donc le problème, c'est aussi l'élévation de l'insuline. Donc le fait de le prendre durant l'effort change tout. Et au contraire, c'est-à-dire que si je prends ces glucides dans l'effort, je ne les prendrai pas après l'effort, au moment où l'insuline est plus réactive. Deuxième, donc ça protège ma santé plutôt. Et deuxième chose, c'est que on a aussi prouvé avec les études scientifiques que d'avaler 120 grammes de glucides par heure d'effort sur un marathon, par exemple, diminuait la casse musculaire. Donc on a un impact sur la santé de ce côté-là. Donc, a priori, on va plutôt se protéger euh, en faisant ça, parce que ces glucides, on ne les avale pas après l'effort. Et si on n'avale pas tous ces glucides dans la journée, on va tomber en RAID-S. Donc, on va être à l'inverse. Donc, vaut mieux avaler tous ces glucides à l'effort qu'autrement. Et en plus, cette surcharge, elle n'est qu'occasionnelle. Elle est qu'occasionnelle et elle est donc, du coup, on le répète, dans un certain contexte. Quid Fabrice, qu'est-ce que tu en penses, toi, de toutes ces... Bon, il y a pas mal de choses maintenant de supplémentation, voilà, à base de... pour la récup, à base de protéines, t'en penses quoi? Et après, on répondra à ta question, Kylian, hein, sur le grammage de protéines. Alors, j'en pense que je préfère m'alimenter avec des aliments naturels. On est d'accord. Euh, mais que la whey, la protéine en poudre de whey, peut être une alternative euh, quand on n'a pas de solution rapide pour faire ça, parce que je demande quand même d'avaler des protéines 3 fois par jour, ce qui, pour nous, Français, implique de changer le petit-déj de la plupart des gens. Ouais. Alors, c'est toujours, voilà, ta recommandation, si j'ai bien compris, on privilégie le naturel. Enfin, moi, je suis assez, assez d'accord. Euh, et si vraiment pas le choix, protéines, ouais. Ok. Voilà. Alors, en gros, ce que je fais, c'est que moi, j'ai de la protéine en poudre, de la whey à la maison, et je l'utilise, en gros, une fois par mois. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à votre question, notamment Anne-Sophie et Greg? Euh, J'avais Kylian qui disait comment savoir le grammage de protéines? C'est-à-dire, tu veux savoir combien il y a de protéines dans les aliments que tu manges? Il faut que tu regardes, voilà, en fonction de tes menus, par rapport notamment à la quantité des choses que tu manges, combien il y a de protéines. Voilà. Alors, en gros, t'as besoin, un triathlète a besoin de autour de 1,5 g de protéines par kilogramme de poids de corps par jour. Et ça en fait, hein. Voilà. Ensuite, si tu prends de la viande, des œufs, du poisson, c'est autour de 15-20% de protéines. Ouais. Et après, c'est moins selon les aliments et ça va dépendre de ce que tu manges. Dans les légumes, il y en a très peu. Dans les céréales complètes, il y en a un peu plus. Dans les légumineuses, il y en a un peu plus. Dans le fromage, il y en a un peu plus. Et bon, tu regardes. Si tu veux trouver le grammage d'un aliment, tu vas sur le site officiel qui est CIQUAL, CIQUAL, et tu auras toutes les informations de ton aliment. Je vais vous le mettre en lien. CIQUAL. Moi, je peux le Ok. marquer, hein. Ouais, ok. Ok. Cicala. Ok, je vais vous le mettre en lien. Euh, Hop. Je vais vous le mettre en lien, comme ça vous l'aurez. Ah ouais, mais attends, je l'ai pas répondu au bon truc, moi. Ouais. Ah, Hop. tu l'as mis à tout le monde, mais moi. Ouais. Voilà, c'est celui-là, je pense. Juste, voilà, je vous montre comment c'est. Tiens, on va faire petite démo interactive. Donc, je connaissais pas ce site. Donc, que recherchez-vous? Donc, là, qu'est-ce qu'on met, par exemple? Tiens, on va le faire ensemble. T'as qu'à mettre fromage blanc, par exemple? Allez, fromage blanc. Allez, on le fait ensemble. Tiens, puis, allez, fromage blanc, allez, on va faire nature. Ok. Et donc là, vous avez la teneur moyenne, vous le voyez ici, en protéines, en glucides et tout qui est notifié. Ok. Vous voyez ici, tuc. Voilà. Donc là, il y avait une certaine proportion, on m'avait demandé en préambule, voilà, par rapport à l'aspect proportionnel. Et puis donc, ça vous met le nombre de protéines pour 100 grammes. Ok, ça marche.
C'est quoi le code de confiance? Euh, Bon, je ne sais pas bon, exactement, faut regarder. ok. Bon, bah, comme ça, je vous ai montré. Hop, ça marche. Voilà, vous avez vu, bon, bah, c'est passionnant. Voilà, les protéines, alors ça, c'est mon côté pharmacienne aussi, hein, des fois. Euh, Vous savez aussi que le fait, très souvent, alors en plus on le voit aussi, plus vous avancez dans l'âge et plus c'est vrai, hein, si vous mangez pas assez de protéines et que derrière il y a un truc infectieux qui se met, vous allez avoir beaucoup plus de mal à remonter aussi, hein, par rapport à vos aspects de performance. Donc voilà, on peut être en bonne santé et être déprotéiné sans s'en rendre compte, n'est-ce pas Fabrice? On n'est plus en bonne santé, mais on pense l'être. Ouais, en fait, mais le moment où les signes arrivent, c'est déjà trop tard, entre guillemets. C'est que ça a déjà avancé. Est-ce que vous avez encore des petites questions là pour Fabrice? Vous avez vu, c'est passionnant. L'alimentation, je sais que vous avez des vies très prises, hein, mais on revient, l'entraînement, évidemment, c'est fondamental. N'oubliez pas deux autres choses essentielles que sont votre alimentation et votre récupération, qui est le sommeil, et d'ailleurs qui sont en lien. La bonne alimentation contribue au bon sommeil aussi. Euh, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va passer au sujet d'après. Alors, on voulait parler un petit peu des femmes. Voilà. Parler un petit peu. On en avait parlé du Rett syndrome. On avait fait venir Anne-Charlotte Dupont, hein, la médecin de la FF3, qui avait d'ailleurs fait tout un chapitre là-dessus sur le Rett syndrome. Toi, voilà, ta vision par rapport à ça, par rapport aux gens que tu côtoies dans le milieu du triathlon, vigilance ou pas, voilà, qu'est-ce que... Hyper-vigilance parce que j'ai été confronté à ça. J'ai eu pas mal d'athlètes en REDES avec qui j'ai travaillé un petit peu, aussi bien dans le triathlon que dans le trail. Donc le REDES, pour mémoire, c'est déficit énergétique relatif dans le sport. D'accord? Ça veut dire que ce sont des athlètes, aussi bien hommes que femmes, mais souvent, plus souvent femmes, qui ne mangent pas assez par rapport à la dépense énergétique. Ce qui se passe, c'est que comme l'organisme n'a pas assez d'énergie par rapport à ce qu'il dépense, il va se mettre en mode protection, il va fonctionner au ralenti, les hormones, les sécrétations hormonales vont diminuer et ça va perturber tout l'organisme. Alors, ce qu'on voit le plus souvent, c'est un arrêt des règles, mais les femmes n'en parlent pas systématiquement. En tout cas, on ne les interroge pas dessus non plus, parce que soit on n'est pas formé, soit parce que ça peut paraître indiscret. Et puis parce que ça les arrange finalement pour certaines, hein, ne pas avoir de règles, c'est quand même plus pratique. Euh, et puis on peut avoir aussi une baisse des performances. Alors c'est des athlètes qui vont baisser de performance, qui vont s'entraîner encore plus, et qui finalement bah, vont se rentrer dans un cercle vicieux. Il peut y avoir des troubles de la libido, il peut y avoir de la dépression, il peut y avoir euh, des troubles du sommeil, il peut y avoir des troubles digestifs. En fait, c'est très varié, c'est très difficile à détecter précisément. Et donc, c'est quelque chose dont il faut faire attention et surtout que les gens ne sont pas réellement informés dessus. Ils vont penser à une tendinite, ils vont penser à une fracture de fatigue, mais si on ne les informe pas sur le REDES, ils ne vont pas prêter attention. Et donc, je pense que ça, c'est important d'en parler, surtout que ça existe réellement et on en voit réellement, surtout dans notre sport. Donc, il faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, alors voilà, bah, on avait fait là hein, avec Anne-Charlotte, et puis voilà, tous ceux qui sont voilà, professionnels de santé, hein, ils le disent, vigilance dans les sports d'ultra, voilà, enfin dans les sports d'endurance, pardon, où il va y avoir justement ce risque de Rett syndrome. Si vous êtes notamment éducateur aussi hein, dans les sections, moi je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations dans les écoles de triathlon. Voilà, il y a des gros enjeux à ces âges-là au niveau de l'adolescence, là, avec des changements corporels des jeunes filles. Et il faut vraiment voilà, être
dans les aspects de prévention, si vous êtes aussi acteur dans vos clubs, voilà, passez le message, voilà, informez. Vous avez là Fabrice qui vous en parle, vous avez le webinaire avec Anne-Charlotte. euh, et donc voilà. Alors, il y a une question de Kylian. J'aime beaucoup. Les femmes ont-elles besoin de plus dormir que les hommes? Alors, je n'ai pas la réponse, mais je ne crois pas. Et durant leur semaine de règles. Alors, ça fait la suite de ce que l'on voulait aborder par rapport aux femmes, hein, et l'impact du cycle sur l'entraînement. J'avais fait un webinaire d'ailleurs il y a un petit moment là-dessus. Je vous invite à regarder. Fabrice, alors, est-ce qu'on a besoin en tant que femme de dormir plus qu'un homme? Alors, je ne sais pas, je ne crois pas. Je n'ai jamais lu d'informations là-dessus, donc je ne sais pas. Et Euh, durant leur semaine de règles? Durant les semaines de règles, oui, ça peut fatiguer, donc elles ont peut-être un peu plus besoin de dormir à ce moment-là. Ça dépend qui, en fait, hein. Je pense que aussi il y a une grande variabilité sur la perception et sur la perception des règles et sur les symptômes que chacune a. Donc, je Ouais. pense qu'il faut s'adapter à ça déjà. Ouais, c'est ce que j'avais dit dans mon webinaire, hein, vraiment, alors pour beaucoup bosser là-dessus, moi, de façon globale, alors pas spécifiquement que sur le triathlon d'ailleurs, l'impact hein, du cycle sur le corps et aussi sur la tête, il y a une variabilité individuelle. Donc je pense que déjà la première chose à faire, c'est de ne pas faire une standardisation des choses. Par contre, et un peu c'est ce qu'on avait dit Fabrice pendant la préparation du webinaire, si on fait le prisme par rapport au prisme féminin, il faut vraiment, vraiment aller travailler par rapport au ressenti. Ce qui est vrai chez l'une n'est pas vrai chez l'autre, etc., etc. Euh, et du coup, au regard de ça, bah, c'est vrai que l'impact des cycles sur l'entraînement, ben, il y en a pour qui ça va être, voilà, il va falloir faire une certaine vigilance. On parlait aussi, par exemple, sur notamment par exemple en fonction du cycle, hein, on peut avoir voilà, des douleurs au niveau des seins hein, pour certaines femmes. Certaines, des fois, maintenant vont vous dire bah, je préfère courir sans soutien-gorge, je suis mieux qu'avec le soutien-gorge qui m'opprime et qui me fait mal au sein. Tout ça, c'est des décisions à prendre en fonction de ce que l'on ressent. Fabrice, tu voulais peut-être ajouter quelque chose par rapport à Non, ça? non, je suis d'accord avec ça. Alors, il y a juste encore, si on parle alimentation, il y a quand même un truc pour les femmes, c'est elles sécrètent un peu de testostérone, mais pas autant que les hommes. Elles sécrètent des oestrogènes qui sont anabolisants, mais pas autant que la testostérone. Elles sécrètent de la progestérone qui est catabolisante. Donc, elles ont euh, un contexte hormonal qui est différent des hommes et donc elles doivent être encore plus prudentes que les hommes dans leur alimentation. Elles doivent être encore plus appliquées sur leur quantité de protéines et sur leur ration calorique quotidienne. Donc, elles ont moins le droit aux erreurs que les hommes. Ouais. Et il y a un autre aussi chose sur lequel je voulais faire un focus là par rapport à l'alimentation. Alors autant Fabrice a dit quand on n'a pas ses règles, c'est pas normal. Et à l'inverse aussi par rapport à notamment des athlètes hein, qui auraient des règles abondantes. Voilà, il y a évidemment entre le sport à impact et une alimentation peut-être qui serait pas assez riche en fer hein, des risques aussi au regard de ça, de fatigue, d'anémie. Donc à être vigilante et de pouvoir aussi être suivie correctement sur l'aspect gynéco avec aussi les bonnes décisions. Voilà, je connais trop d'athlètes qui sont sous pilule qui ne supportent pas les pilules qui leur ont été prescrites, qui ne le disent pas à leur gynéco, qui ne le disent pas à leur entraîneur. Sachez, mesdames, que voilà, c'est le côté pharmacien aussi qui parle. Il y a aujourd'hui une diversité de choix dans les pilules avec différents dosages voilà, qui peuvent être aussi adaptables en fonction de vos ressentis au niveau du cycle. Mais c'est vrai qu'aussi, si il n'y a pas en tout cas, si vous n'êtes pas à l'écoute de ça et si vous ne le dites pas au médecin, le médecin ne peut pas deviner non plus. Hein. Mais sachez que voilà, si vous vous sentez pas bien avec une certaine pilule, il y a toujours possibilité de switcher pour tenter d'améliorer les choses. Non.
Ça, c'est aussi un truc important parce que je pense qu'il n'y a pas assez de vigilance en ça. Il y a des pilules qui peuvent rendre vraiment malade, hein. Voilà. Parce qu'elles ne sont pas adaptées à l'individu, hein. Et la même pilule, la copine, elle la prend et ça va super bien, hein. Il y a une variabilité, voilà, on n'est pas toutes pareilles, mais faut pas rester avec des, voilà, des problématiques. Et puis, dans le cadre de règles très, très abondantes, il y a aussi des solutions au niveau notamment hormonal et faites attention à l'alimentation en fer. Voilà. Ça, c'est hyper important et notamment pour des femmes, des fois, qui m'appellent, elles me disent elles sont crevées, hein, voilà, quand vous êtes crevé, ben, faut peut-être aller investiguer aussi là-dedans. Il n'y a pas que ça, mais ça peut être aussi une des raisons. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Fabrice, sur ça, les Non, c'est femmes? bon. Où sont les femmes? Bon, on en a combien aujourd'hui? On a deux, trois, quatre. Voilà. Alors, on a une question de Jérémy qui voulait revenir 2 minutes. Ok, on va chronométrer. Non, je rigole. On va revenir 2 minutes sur l'absorption des glucides en cours, s'il vous plaît. La Je le lis, stratégie. je le lis, je vais le répondre dans l'ordre. La stratégie de 90 à 120 grammes par heure, est-ce qu'elle est encore d'actualité? Oui. Dans les études, on est à 120 grammes. Sur 120 grammes, on a montré chez des athlètes entraînés qu'on améliorait les performances et qu'on diminuait la casse musculaire liée à l'effort. Donc, on est encore d'actualité. Alors, par contre, quand on regarde les études, enfin, quand on se confronte à la réalité et qu'on voit avec des athlètes de haut niveau, ils tournent à 150 grammes de glucides par heure d'effort pour la plupart. Et là, Casper Storms, qui a gagné les championnats du monde Ironman à Nice cette année, il était à 180 grammes. D'accord? Et on a des cyclistes pros qui sont à 200 grammes. Alors, on parle là d'athlètes extraordinaires on ne s'approche pas d'eux. On n'est pas, eux, ils ont des moteurs énormes, ils consomment énormément d'oxygène, donc ils consomment énormément d'énergie. Et donc, ils sont capables d'utiliser tous ces glucides à l'effort. Pour des athlètes ordinaires comme nous, on va partir de 90 grammes, éventuellement jusqu'à 120 si on le tolère bien, euh, en compétition et sur certaines séquences d'entraînement. Et on parle de ça à partir des efforts de plus de 2h30, 3h, 2h30, 3h. Euh, Est-ce qu'il faut privilégier un certain ratio glucose-fructose? Oui, parce que on a un nombre de transporteurs intestinaux limité au glucose, qui théoriquement ne peut pas dépasser 60 grammes par heure d'effort, excepté si on l'entraîne où on peut augmenter cette capacité. Et le glucose pénètre par un transporteur qui s'appelle le SGLT1 et le fructose par un autre transporteur qui s'appelle le GLUT5. Et le fait d'associer glucose et fructose dans une même boisson ou un même aliment permet d'apporter des glucides par deux transporteurs différents, ce qui fait que ça stagne moins dans l'intestin. Et c'est donc disponible pour l'effort plus facilement, ça stagne moins de troubles digestifs, c'est disponible pour l'effort, plus de performance. Donc le ratio à l'actuel recommandé est de 2 glucose pour 1 fructose, ou alors il y a un autre ratio qui a été étudié, c'est 1 glucose pour 0,8 fructose. Mais à partir du moment où on va dépasser les 90 grammes les 60 grammes de glucides par heure, il va falloir systématiquement passer par un aliment multitransporteur, donc contenant du glucose et du fructose, pour outrepasser ce nombre de transporteurs limités au glucose dans notre intestin. Sinon, on sature et c'est bloqué, hein. Il y a Voilà. beaucoup. Alors, la deuxième question qui vient, Anne-Sophie, derrière, c'est est-ce qu'on consomme moins de sucre quand on va moins vite? C'est-à-dire que il y a deux choses. Les athlètes de très haut niveau, ils consomment énormément d'énergie. D'accord? Donc, eux, ils sont capables de prendre plus de glucose parce qu'ils vont dépenser plus de glucose. Pour une même personne, si je me prends moi, par exemple, plus je vais aller à une intensité élevée, plus mon mélange de carburant va être riche en glucides et et plus il sera pauvre en graisse. Si je reste en endurance, je vais utiliser principalement des graisses. Si je vais à très haute intensité, je vais utiliser principalement du glucose. Et après, le mélange, il est variable entre ces deux intensités d'effort. Donc, quelqu'un qui va faire un effort tranquille va consommer peu de glucides. Quelqu'un qui va être d'un niveau un peu plus élevé et tranquille va consommer un peu plus de glucides parce qu'au total, il va consommer plus d'énergie. Et quelqu'un qui va être à un très haut niveau, enfin un haut niveau,
et à très haute intensité, va consommer énormément de glucides. Lucide. Ouais. On a répondu à vos questions. Donc, il y a Jérémy qui dit super clair, merci beaucoup. Oui, Anne-Sophie, donc, du coup, par rapport à l'intensité, puis c'est ces fameuses courbes, hein, justement, d'utilisation du ratio sucre et graisse. Est-ce que vous avez encore deux, trois petites questions? Sinon, nous, on en a encore plein. En tout cas, Fabrice, on te remercie. C'est très clair par rapport à ça. Et alors maintenant, en plus, c'est vrai qu'avant, il y avait les formats triathlon Ironman. Maintenant, il y a aussi des formats où il y a des gens qui se mettent sur 24 heures là, de triathlon. Et c'est vrai, on le voit, il y a. Et alors, soit en équipe ou soit aussi. Alors, en équipe, du coup, ça redevient à titre individuel sur un format Iron, mais quand il y en a des fois qui s'inscrivent à titre individuel par rapport à ces formats-là, par rapport à un Iron, qu'est-ce que tu conseillerais justement au Alors, ça niveau tombe bien, j'ai déjà alimentation? testé. Voilà, bah, je me doutais bien. On est dans un... On va changer un petit peu de dimension. Ouais, Parce que du coup, l'effort est bien moins intense. c'est ça. C'est Euh, très long. euh, et, et, euh, et en plus, il faut réussir à apporter des protéines parce qu'on part sur 24 heures. Ouais, Et puis, il y a aussi une notion qui est importante, c'est une notion de plaisir et une notion de confort. Et c'est sympa sur ces formats-là, moi, je trouve, de manger un petit peu, de s'arrêter un moment pour manger quelque chose d'un petit peu consistant plutôt que de de manger vrai. du dégel. Euh, donc là, on bascule, on change un petit peu de dimension. Je pense qu'il faut faire des aliments un petit peu intermédiaires, un petit peu, tu vois, quelques pâtes à ce moment-là. Ça peut être sympa avec une tranche de jambon ou un œuf ou quelque chose qui se digère assez facilement, qui soit facile à avaler. Euh, et, euh, et qui soit un petit peu une notion de réconfort, parce que c'est vrai dans ce qui participe à ta performance, Ouais, il y a la pénibilité de l'effort, d'accord? Et tout ce que tu peux faire, en fait, il y a une théorie qui dit que, c'est Samuele Marcora, un Italien qui produit cette théorie, qui dit qu'en fait, tu vas réguler ton intensité d'effort selon un équilibre entre la pénibilité de ton effort, d'accord? Et ta récompense ou ta motivation. ouais, À partir du moment où la pénibilité de l'effort surpasse ta motivation ou ta récompense, tu vas te désengager de l'effort. En gros, j'ai super mal aux jambes et l'arrivée, elle est dans 20 km et je vais gagner une médaille en chocolat. Je serai moins motivé que si j'ai pas mal aux jambes. Enfin, euh, tu vois, à ce moment-là, la pénibilité surpasse la motivation. Par contre, si j'ai pas mal aux jambes et que il me reste 1 kilomètre à faire pour être champion du monde, ma motivation elle est énorme, je vais pas m'arrêter, même si ouais, je cours aussi vite. D'accord? Et donc, le fait d'apporter un aliment comme ça, un petit peu plaisir à un moment, tu vas un peu apporter quelque chose qui va diminuer ta pénibilité de l'effort, qui peut t'aider à être plus performant dans ton effort. ouais. Donc, je pense que à ce moment-là, on entre dans une autre dimension. C'est Après, le choix des aliments de l'effort est individuel. Moi, je sais que sur un Ironman, je vais tourner qu'avec des gels parce que ça me convient bien, parce que autant je cuisine beaucoup à la maison et je mange vrai, autant en compétition, je bascule en mode compétitif et ça me dérange pas de manger des gels à ce moment-là pour réussir ma compétition parce que je trouve qu'un gel c'est plus facile à avaler qu'une barre de céréales quand tu es en train de courir. Après, ça, c'est une question de choix personnel. Quelqu'un qui va courir plus lentement peut manger une barre de céréales, peut manger une banane ou autre chose. Parce que, voilà. Et moi, ça, je le réserve aux compétitions où je suis dans un mode compétitif et c'est occasionnel parce que je fais pas énormément de compétitions dans l'année. Et donc, on en revient encore une fois à l'adaptabilité aussi en fonction des formats que vous faites, hein. Vous avez vu, quand on fait des M, des S et qu'on bascule plutôt sur des formats longs, bah, c'est pas la même chose. Et puis après, quand on dépasse, hein, et pour moi, par exemple, quand on fait de l'ultra-vélo, moi, pour faire de l'ultra-vélo sur plusieurs jours,
Je te confirme que j'apprécie, voilà, me poser à manger un vrai repas et tout ce que tu as dit. Donc, c'est vrai qu'en fonction des formats, vous voyez, et aussi des préférences de chacun, eh ben, on va adapter, bien évidemment, l'alimentation. Et c'est important d'apprendre à vous connaître, hein. Je pense que ça, c'est important aussi de ne pas faire de bêtises. Et c'est pour ça que Fabrice est là, mais aussi d'apprendre à vous connaître et comment aussi vous fonctionnez. Il y a Anne-Sophie qui demande pour les gels, est-ce que tu as des marques de qualité à conseiller, même si c'est très individuel? Elle dit même si tu mets 16 heures pour ton Ironman. Alors, il y a pas mal, il y a pas mal de marques. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est plutôt que ce que je te conseille des marques, c'est que je te dise ce qu'il faut faire, plutôt. En fait, si on revient à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il faut que ton gel il soit composé de glucose et de fructose, sachant que maltodextrine, c'est que du glucose. D'accord? Donc déjà, première chose, tu vas choisir un gel qui contient un peu les deux. Deuxième chose, c'est que ton transporteur SGLT1 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le transporteur intestinal du glucose, il fonctionne avec du sodium. Donc, il faut que ton gel contienne du sodium. D'accord? Donc déjà, un mélange de carburant. Donc glucose, fructose, du sodium, et ça te fait un gel qui déjà commence à être de qualité. Idéalement, il faudra avoir des vitamines B dedans, mais il y en a très peu. Après, ce qui est important, c'est le goût, ce que toi, tu préfères. Et ensuite, tu as deux types de gel, enfin, tu as trois types de gel maintenant. Tu as le gel classique qui est 20 à 30 grammes de glucides. Tu as des gels plus dosés qui sont de 45 à 50 grammes de glucides. Moi, c'est ceux que j'utilise parce que ça me permet d'avaler mes 100 grammes de glucides par heure d'effort. Mais ça, c'est pas adapté à tout le monde parce qu'au niveau digestif, je le tolère bien parce que j'ai l'entraînement digestif. Tout le monde n'est pas capable de le tolérer. Et enfin, il y a des gels, les hydrogels, fameux hydrogels de chez Morten, qui, le principe de Morten, c'est d'encapsuler dans de l'alginate, qui est une algue, et de la pectine qui vient de la pollen, qui se forme un gel en milieu acide, donc l'estomac, qui encapsule les glucides, qui permet aux glucides de passer plus facilement à travers l'estomac. Comme ça, enfin, de franchir l'estomac parce qu'ils sont cachés des récepteurs et du coup, l'estomac, il dit pas stop. Et arrivé dans le duodénum, donc le milieu est moins acide, le gel se déforme et ça libère le glucose qui devient disponible pour l'effort. Donc ça, c'est le principe de Morten. Sauf que ça manque de sodium, Morten. Et sauf que les études scientifiques, elles montrent pas de bénéfice réellement parce que finalement, on a amélioré une des barrières, c'est-à-dire que la barrière, c'était le franchissement gastrique de l'estomac. Ça, on l'a fait puisqu'on a encapsulé et que c'est passé. Sauf qu'il reste le nombre de transporteurs intestinaux. Et que si on n'a pas travaillé le nombre de transporteurs intestinaux, cette barrière, cette difficulté n'est pas franchie. Donc pour l'instant, les gels mortels n'ont pas montré leur supériorité par rapport aux autres gels. Donc, attention sur les aspects marketing aussi, voilà, parce que bon, voilà, il y a des marketing qui sont quand même relativement puissants. Et attention, c'était aussi le but de ce webinaire, hein. On s'était dit avec Fabrice, lutter un peu contre les idées reçues aussi, hein, vous voyez, donc là, il vous a expliqué. Et tu voulais rajouter quelque chose, non, par rapport à ça? Non, 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 ça va. Alors, donc Jérémy dit, est-ce que finalement, alors regarde tout ce que tu dis, Fabrice, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire? Est-ce que c'est possible de faire ses propres gels ou c'est trop compliqué? Et même question pour la boisson d'effort. On l'avait abordé d'ailleurs, hein, sur un webinaire spécifiquement. Jérémy, tu pourras aussi regarder le webinaire, mais Fabrice va en reparler là. Alors, faire ses propres gels, c'est compliqué parce que qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Tu vas mettre du miel, par exemple. Le miel, c'est en gros 50% de fructose, 50% de glucose. Après, ça varie un peu selon les miels. Mais donc, du coup, tu n'as pas le bon rapport glucose-fructose. Tu vas être un peu trop riche au fructose, ça peut être favorisant les troubles digestifs. Après, il faut trouver le contenant. J'avais déjà essayé, j'ai pas réussi à faire quelque chose de convaincant. C'était il y a quelques années. Je pourrais réessayer. Mais pour l'instant, j'avais pas réussi à faire quelque chose de convaincant. Et finalement, les gels, j'en avale pas énormément que ça dans l'année, donc ça ne me dérange pas d'en prendre quelques-uns. Voilà. Concernant la boisson, on en trouve sur Internet et on en trouve surtout qui sont pas bien dosés. En fait, le problème d'une boisson de l'effort, c'est qu'il faut qu'elle soit isotonique. Isotonique, ça veut dire qu'il faut que ça soit aussi concentré que le plasma, c'est-à-dire le liquide qu'il y a dans notre sang. D'accord?
c'est-à-dire 290 milliosmoles. Est-ce que tu sais faire ça? C'est compliqué parce que la concentration, enfin, l'osmolarité, c'est la concentration de toutes les molécules qu'il y a dans le sang ou dans le liquide. Donc, c'est assez compliqué à faire. J'avais fait ça pour un livre qui s'appelle 101 recettes pour les sports d'endurance. Et j'avais fait 3 boissons que j'avais testées en laboratoire. Donc, j'avais fabriqué ma boisson et je l'avais testée en laboratoire. C'était du miel avec de l'eau ou du thé avec du miel. Il y avait aussi du jus de pomme dilué et du jus de raisin dilué. Sachant que je t'ai dit que le sang, c'est 290 milliosmoles, un jus de fruits, c'est autour de 1000. D'accord? Donc, ton jus de fruits, il faut le diluer énormément. Sinon, tu n'as pas une boisson isotonique. Deuxième chose, c'est qu'il faut rajouter une pincée de sel. Et en fait, enfin, un jus de fruits, ça dépend des jus de fruits, mais souvent, il y a beaucoup de fructose. Et donc, tu vas avoir une boisson qui est trop riche en fructose. Donc, c'est assez compliqué à faire, à moins de rajouter de la maltodextrine dedans. Mais encore une fois, pour avoir une boisson isotonique, ça me paraît assez compliqué. Donc, tu peux faire tes boissons de l'effort pour l'entraînement, parce que si tu as un peu de troubles digestifs, si tu n'es pas super performant à l'entraînement, ça ne dérange pas. D'accord? Faire une boisson de l'effort pour une compétition, non. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que l'apprenti sorcier, ça a ses limites. Voilà. Après, voilà, la réponse est claire et ça permet de dire, voilà, en tout cas sur l'isotonie, voilà, c'est clair que vous prenez des risques en compétition à ce qu'il y ait des désordres digestifs derrière, notamment. Voilà. Alors, autre chose, les crampes, c'est affreux. Impossible de les éviter après 30 km de course à pied ou 120 de vélo. Comment je pourrais les éviter? Est-ce que on m'a parlé de shot à base de vinaigre de cornichon? Oui, c'est vrai, j'en parle dans mon livre d'ailleurs. Il y a des études qui le prouvent que ça fonctionne. Bon, alors on va revenir déjà sur les crampes. Ce que c'est, les crampes, c'est une contraction musculaire intense et involontaire. D'accord? C'est pas lié à des troubles ioniques. D'accord? C'est pas le potassium, c'est pas le magnésium, c'est pas le sodium, c'est pas la déshydratation. Maintenant, les études scientifiques le prouvent et on sait que euh, la cause c'est une fatigue neuromusculaire, c'est-à-dire que c'est le fait d'avoir fait un effort trop intense et trop prolongé par rapport à ce dont on a l'habitude. Donc, le meilleur moyen d'éviter les crampes, c'est de s'entraîner. D'accord? Il y a une autre étude aussi qui est parue. Bon, alors, c'est pas une étude prospective, hein, c'est une autre étude où on a observé des cas et on s'est rendu compte que sur marathon, ceux qui avaient le plus de crampes, ce sont ceux qui avaient le plus de dommages musculaires. Donc, comment les éviter? On s'entraîne. On s'alimente correctement à l'effort, donc avec les quantités dont on a parlé tout à l'heure, pour limiter la fatigue neuromusculaire. Et sur le vinaigre, alors c'est en fait le jus de cornichon, et donc finalement c'est le vinaigre qu'il y a dans le cornichon, qui a montré son efficacité. Donc comment on a fait? On a pris des personnes à qui on a fait des crampes électro-induites, c'est-à-dire qu'on a pris un espèce de complexe, hein, un électrostimulateur, on a déclenché les crampes parce qu'on ne sait pas quand vous allez cramper, sinon c'est compliqué. Et on leur a fait avaler ce jus de cornichon et s'est rendu compte qu'on diminuait la durée des crampes. D'accord? Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on passait de 220 secondes à 140 secondes ou quelque chose comme ça. J'ai plus les chiffres en tête. Mais donc, on diminuait la durée des crampes avec le jus de cornichon. Et c'est vrai que maintenant, aux États-Unis, c'est en vente. J'ai l'autre jour donné une conférence avec principalement des kinés. Il y en a un qui utilisait ça pour ses athlètes rugbyman. Euh, et donc, ça semble fonctionner, mais je ne l'ai pas encore utilisé moi. Alors, il y a un autre truc aussi qui a montré l'efficacité, c'est un mélange capsaïcine, gingembre et cannelle, je crois. Capsaïcine, c'est le principe pimenté, c'est ce qui fait votre piment qui pique. Et donc, un mélange piment, cannelle, gingembre serait aussi efficace contre les crampes. Je ne l'ai pas encore essayé non plus. Ok, par rapport aux crampes, juste petit point par rapport aux femmes aussi, hein, les hormones, hein, selon où vous en êtes dans votre vie de femme, hein, voilà, et aussi au niveau du cycle, hein, ça peut aussi induire des crampes
Voilà, je ne sais pas, Anne-Sophie, voilà, vous en êtes dans votre vie de femme et s'il y a une notion aussi peut-être à regarder en fonction du cycle où vous en êtes ou si c'est systématiquement à chaque compétition, bah là, c'est pas le cycle, mais ça ne veut pas dire que c'est pas non plus en lien avec les hormones parce que au fil de l'eau, voilà, les changements hormonaux peuvent aussi induire des crampes dans l'effort. Voilà, c'est ça peut, voilà. Alors après, c'est très femme dépendante, hein, encore une fois. Euh, Autre petit truc, alors je sais pas, moi je me dis aussi, les crampes, on a quand même des vies extrêmement speed. Ouais, bah alors Anne-Sophie, justement, 56 ans, elles sont arrivées depuis peu. Voilà, bah, ça peut être lié voilà, dans la phase de vie de femme où tu es. Donc à investiguer par rapport à ça. Euh, et puis aussi donc en lien avec mais non pas merde, tu es l'apogée de ta vie, voyons. Euh, non, j'invite pour tous ces aspects-là par rapport à la vie de femme où t'en es, alors je le dis, la réflexo peut vraiment aider, mesdames. N'hésitez pas à y aller. Voilà, il faut trouver une bonne réflexologue, mais ça peut vraiment vous aider par rapport à ces problématiques-là. Autre point, comme on a des vies extrêmement speed, hein, il se peut aussi, voilà, sur des aspects, bon, comme on est pas mal cortisolé quand même, avec les vies speed, voilà, ça peut aussi être en lien avec des problématiques de crampes donc je dis toujours dans la vie, être à l'écoute et peut-être réajuster les choses aussi, voilà. Mais voilà, faut penser aux hormones, hein. D'ailleurs, je vais l'aborder ça sur une prochaine conférence. Voilà. Ça marche? D'autres questions encore? Les crampes. Et encore une fois, c'est pas systématique chez les femmes, hein, d'accord? C'est une variabilité individuelle. Mais chez certaines, malheureusement, ça peut être en lien voilà, avec au moment du cycle ou aussi en lien avec la vie de la femme. Euh, On voulait parler aussi du jour J, Fabrice. Alors, on entend beaucoup de choses sur l'hydratation. Voilà, alors l'hydratation. Alors, c'est vrai que historiquement, on parlait de tout ce qu'il fallait faire pour pas être déshydraté, mais maintenant, on arrive à l'inverse, hein. Faut pas tomber non plus dans l'excès, hein. Alors, j'ai pas entendu beaucoup l'inverse. Bon, en fait, c'est bien parce que ça fait la suite avec les crampes. Les crampes, on disait souvent que c'était Ouais, la déshydratation. Maintenant, les études scientifiques montrent que c'est pas la déshydratation. Avant, on disait aussi 2% de déshydratation, 20% de baisse de performance. Bon, maintenant, on a prouvé que c'était faux. Il y a même une grande méta-analyse. Donc, méta-analyse, c'est-à-dire qu'on a regroupé pas mal d'études scientifiques et on a réinclus tous les sportifs qu'on avait dans ces analyses et on a recalculé tout. Et on se rend compte maintenant que en conditions de compétition, c'est-à-dire un effort de type contre la montre, euh, une baisse, une petite déshydratation, donc une baisse de poids de corps, petite baisse de poids de corps, donc si on va jusqu'à 2-3%, n'altère pas les performances. On a même des études qui, sur Ironman, montrent que les athlètes les plus rapides sont ceux qui ont perdu le plus de poids de corps. En revanche, on a aussi des athlètes qui prennent du poids de corps sur un Ironman, et celles-là sont hyper hydratées, donc ils sont en hyponatrémie, baisse de sodium dans le sang. Et là, on a un danger bien plus important que une petite déshydratation, puisqu'on a un danger mortel avec coma, troubles neurologiques. D'accord? Donc, ce qu'on sait maintenant, c'est on peut accepter 2, 3, voire 4% de baisse de déshydratation sans altération des performances et sans risque pour la santé. Au contraire, euh, il faut savoir que le glucose est stocké dans nos muscles sous forme de glycogène et chaque gramme de glycogène monopolise 2 grammes d'eau. Donc, quand on va faire un Ironman ou une compétition, peu importe un triathlon, et qu'on va perdre, je dis une bêtise, mais 200 ou 300 grammes de glycogène parce qu'on l'a dépensé, eh ben, il faudrait qu'on ait perdu 900 grammes d'eau, enfin 900 grammes de poids. Donc, il faudrait qu'on arrive quand même à une compétition en ayant perdu du poids. C'est-à-dire que si on se mesure
au début d'une compétition et à l'arrivée, que ce soit un marathon, un half, un Ironman, on doit avoir perdu du poids. D'accord? Et donc, on n'a plus besoin de ces stratégies qui disent qu'il faut boire avant d'avoir soif. Notre soif suffit à compenser notre déshydratation et à rester dans la marge acceptable de 2-3%. Et donc la recommandation actuelle, et ça a été prouvé scientifiquement, c'est de boire à sa soif, avec quelques petites nuances, c'est-à-dire que quand on est un petit peu plus vieux, on a un peu moins de soif, et donc il faut vraiment écouter sa soif. Et il y a certaines compétitions où on n'a pas accès à de la boisson régulièrement. J'entends parler, par exemple, de swimrun, où finalement les ravitaillements peuvent être un petit peu éloignés. Et dans ce cas-là, il peut être utile de boire un peu plus à un ravitaillement, plus que notre soif nous le dicte, pour pouvoir anticiper la section ultérieure où on n'aura pas suffisamment à boire. Mais sur une compétition où on a de l'eau très régulièrement, si on boit trop, on se met en danger. Donc, il faut boire à sa soif sans vouloir automatiquement compenser tout ce qu'on a perdu comme eau. Donc, faut éviter la potomanie, hein. C'est une maladie d'ailleurs quand on boit trop. Ouais, c'est autre chose. En plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais un effort, ton organisme, il anticipe. Ton organisme, c'est un organisme de chasseur-cueilleur. Bon, même si tu n'es pas chasseuse-cueilleuse maintenant, parce que on vit plus dans cette civilisation, mais en fait, ton organisme, il est resté comme ça. Et quand tu fais un effort, tu vas avoir des sécrétions hormonales qui vont se modifier et tu vas avoir une sécrétion d'une hormone antidiurétique. Et ce qui fait que tu vas moins uriner. Et donc, si tu bois trop, tu vas moins uriner et tu vas retenir de l'eau et tu risques de te mettre en hyponatrémie et c'est ça qui est dangereux pour la santé. Donc, vraiment, il faut boire à sa soif. Alors, le message, c'est pas je ne bois pas. Le message, c'est je bois à ma soif. Le message, c'est pas je me déshydrate volontairement. Le message, c'est je peux tolérer une petite déshydratation. On est d'accord? C'est pas je vous dis pas, je vous encourage pas à vous déshydrater. Je vous dis qu'un peu de déshydratation est acceptable et qu'il faut boire à sa soif. C'est pas, j'ai pas dit il ne faut pas boire. D'accord? Il faut vraiment nuancer les choses. Ok. Alors, il y Euh, avait quand même un exemple de triathlète décédé sur l'Ironman de Francfort parce que hyperhydratation. Il y a aussi dans les publications cet inox sud-africain qui avait testé ça, que sur l'Ironman d'Afrique du Sud, euh, les seules personnes hospitalisées avaient été hospitalisées pour hyperhydratation et pas pour déshydratation. oui. D'accord? Donc, voilà. Donc, buvez à votre soif, ne cherchez pas à vous déshydrater volontairement, mais tolérez un peu de déshydratation et buvez à votre soif. Ok, bah, vous voyez, donc, et donc, vous voyez que tout ça, en tout cas, c'est, bon, finalement, après, c'est aussi, voilà, tu nous éclaires parce que c'est vrai que c'est du bon sens et du bon sens, et puis aussi, ça permet aussi d'éclairer par rapport à, encore une fois, tout ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux. On entend des fois tout et son inverse. Donc, encore une fois, soyez voilà, rigoureux sur la source d'information. Quand on vous dit tralali, tralala, vérifiez les choses, voilà, parce qu'en en fait, on peut dire tout et n'importe quoi. Voilà, et vous avez vu ce soir, en tout cas, on a essayé voilà, de rester dans le domaine du triathlon, mais science, voilà, étayé par la vraie vie et pas du simple ressenti. Alors, pour le public féminin, c'est vrai aussi que on manque encore beaucoup de data, hein, voilà, sur tout un tas de données dans la pratique sportive. C'est en train de changer, hein. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours, voilà, et qui vont permettre encore de mieux comprendre les choses. C'est vrai que il y a encore quelques années, enfin moi, pour être une ancienne nageuse, je veux dire. J'étais jeune ado, on m'a jamais posé la question de quoi que ce soit en lien avec mon cycle. Et pour autant, ben, dans la natation, voilà, ça peut induire des mauvaises performances, hein. Voilà, si je vous tordais de douleur dans la chambre de départ, c'est pas cool. Voilà, c'était des choses qu'on n'abordait pas du tout. Et c'est chouette aussi que, en tout cas sur ces aspects-là, il y ait de plus en plus d'infos et puis vous êtes aussi vous-même moteur, hommes et femmes, dans le quotidien, à pouvoir aussi faire remonter des choses pour que la science continue d'avancer
et qu'on continue à progresser ensemble dans tout ça. Est-ce que vous avez encore une ou deux questions là pour Fabrice avant qu'on se quitte? Hein? Est-ce que, voilà, en lien avec tout ce qu'on a dit, donc pour résumer, Fabrice, si j'ai pris les notes, hein, voilà, progression, adaptabilité. Le corps a besoin de temps pour s'adapter. Le corps, vous avez besoin de temps pour progresser aussi. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, entre guillemets, c'est le cas de le dire. Voilà, la période d'affûtage, elle est bien évidemment, la préparation finale, la période d'affûtage est essentielle dans l'approche de vos compétitions. Allez, une petite dernière question sur la maltodextrine. Euh, tu voulais dire quoi, Jérémy? Alors, pas de malto à l'effort, s'il a bien compris. C'est ce que tu as dit. Alors, non, en fait, c'est pas de maltodextrine en recharge glucidique, Voilà. en surcharge glucidique, donc avant l'effort. Maltodextrine, bienvenue en boisson de l'effort, parce que l'avantage de la maltodextrine, c'est que c'est une molécule de maltodextrine contient plusieurs molécules de glucose, donc elle va permettre d'avoir une boisson isotonique. Notre avantage, c'est qu'elle n'est pas sucrée, donc elle n'est pas, enfin, c'est pas sucrée au goût, donc elle n'est pas, durant l'effort, elle va pas être écœurante. Donc voilà, donc oui, durant l'effort, c'est bien avec d'autres, notamment avec du fructose, mais pas avant l'effort et pas en dehors de l'effort, parce que c'est un aliment à un index glycémique très élevé. Donc voilà pour le maltodextrine. Et si l'acide acétique retarde les crampes, pourquoi pas l'acide lactique? Alors déjà, on ne produit pas d'acide lactique, on produit des lactates, donc il n'y a Et pas là, d'acidité liée à l'effort. Enfin, il n'y a pas d'acidité produite par les lactates. ouais. Et les lactates ne sont pas des déchets, c'est un carburant de l'effort. En fait, notre organisme utilise les lactates comme un carburant. C'est même une molécule qui favorise certaines adaptations à l'endurance. Donc, c'est quelque chose qui est bon. Alors, on n'a Important. pas la réponse de savoir pourquoi le jus de cornichon diminue la durée des crampes. Ça, j'ai pas l'explication. Mm. Ouais. Donc, vous voyez, c'est ça aussi, bah, quand on ne sait pas, on le dit. Hein, voilà, plutôt que de dire des choses. Alors, il y a Anne-Sophie qui dit merci, tout ça me motive bien. Premier full prévu en mai. Super, Anne-Sophie, on sera avec toi. Hein. Après plusieurs L, j'attends les prochaines conférences. Encore trop de choses à intégrer. N'hésite pas à aller voir hein, sur le site. Enfin, sur la chaîne YouTube de la Ligue de France, et puis vous avez toutes les infos pour les avoir en podcast. Hein. Il y a les webinaires qu'on avait fait précédemment avec Fabrice. Voilà, Laurent qui dit merci beaucoup. Je retiens écouter son corps, boire à sa soif. Voilà, je pense qu'on va se quitter. Fabrice, comment te remercier encore? Voilà, tes explications toujours très claires, très synthétiques, voilà, et ça vous permet voilà, de encore mieux comprendre le fonctionnement de notre tête et notre corps. Un grand merci d'avoir voilà, passé du temps ce soir. Voilà, je compte sur vous pour dire aussi aux autres qui n'étaient pas là dans vos clubs de voilà d'aller faire vivre, hein, parce qu'à un moment donné, ben voilà, c'est important aussi qu'on ait des retours. Alors il y a plein de gens des fois qui me disent ah c'était super avec Fabrice machin et tout, et c'est vrai que voilà, on prend tous de notre temps, donc on est content aussi quand il y a des gens même qui réécoutent après. Voilà. Il y a Kylian qui fait est-ce que ton livre est à la Fnac, Fabrice? Ben, ça dépend des Fnac. Ça dépend des. Oui, on le trouve, mais ça dépend des Fnac. Sinon, tu peux le commander, hein. Ouais, tu peux Tu le peux le commander. commander. Et Je peux te mettre ouais, le lien. ouais. Tiens, je vais le chercher. Ils sont vraiment super bien faits. Hein. Voilà, Sciences de l'endurance 1 et 2 d'ailleurs, je te conseille, sans faire de pub, parce que Fabrice, je sais qu'il ne fera pas de la pub. Donc, voilà, non, mais ils sont super. Le un et le 2 c'est par chapitre. C'est super. Oh, regarde, Euh, je vais mettre le lien. Hop. Le lien direct vers chez mon éditeur, comme ça, il y a tous les voilà, il y a livres. Didier qui dit, voilà, Thierry Souka. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous.
N'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions post-webinaire, hein, vous avez mes coordonnées à la Ligue, je les ferai passer à Fabrice, on vous répondra. Voilà, s'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, on vous souhaite de passer de belles fêtes. C'était le dernier webinaire, Fabrice, on aurait dû mettre les bonnets du Père Noël et de la Mère Noël. Mais en tout cas, merci. L'aventure continue en 2026, on en fera d'autres, hein. Bien évidemment, Fabrice, on fera appel à toi, comme d'habitude, parce que mon oreillette me dit que tu prépares d'autres choses, même si on n'a pas le droit de le dire. Voilà, on ne le dira pas, mais il y a d'autres choses en préparation. Donc, on espère en tout cas t'avoir encore sur d'autres webinaires. Pour les autres, on vous souhaite voilà, bonne soirée, bonne fête de fin d'année. Profitez à fond, faites-vous plaisir dans le triathlon. Et plus vous apprenez à comment tout ça marche, et plus vous allez prendre du plaisir, et plus vous allez être dans des aspects de performance, mais patience, voilà. Hein, patience, je pense que c'est ça aussi important, progressivité, adaptabilité et patience. Voilà. Merci à Bonne tous. soirée à Bonne tous. fête de fin d'année. Merci Fabrice encore. Bonne soirée.